Ça ressemble à un petit caillou ridé, insignifiant, comme quelque chose qu'on jetterait sans réfléchir. Mais il fut un temps où on le gardait comme un trésor. On le séchait pour qu'il dure des années, et on le réveillait avec de l'eau quand le corps réclamait le calme. Aujourd'hui, nous allons préparer l'une des boissons naturelles saines les plus surprenantes selon une méthode ancienne, de ces remèdes traditionnels nés d'une alimentation consciente et du respect de la terre. Nous le ferons comme dans les recettes saines maison d'autrefois, et en chemin vous verrez pourquoi cette racine discrète s'est taillée une place parmi les plantes médicinales et usages les plus mémorables. Si un petit caillou pouvait soutenir les gens quand tout s'effondrait. Quel secret cache-t-il? Partie 1. Le secret enterré. La nourriture du voyage. Imagine le silence à l'intérieur d'une tombe antique. Pas n'importe quel silence, mais un silence dense, comme si l'air s'était figé pour toujours. Les archéologues écartent le sable avec précaution, espérant trouver de l'or, des amulettes, des masques, des bijoux. Mais parfois, ce qui apparaît ne brille pas. Parfois, ce qui apparaît est petit, humble, presque invisible. Une poignée de tubercules secs, placés intentionnellement près d'un corps. Ils n'étaient pas là par hasard. Ce n'étaient pas les restes d'un repas quelconque. C'était une décision. Et quand quelqu'un prend une telle décision, quand il choisit quoi mettre aux côtés d'un être cher pour le voyage final, il avoue quelque chose sans mots. Il dit « Ceci soutient, ceci accompagne, ceci ne faillit pas ». C'est là que naît le premier mystère. Car dans un monde sans réfrigérateur, sans emballage, sans conservateur, laisser de la nourriture pour l'au-delà n'a de sens que si cette nourriture peut vaincre le temps. Pas des semaines, des années, des décennies, peu, être plus. Et pourtant, ces tubercules étaient là, secs, intacts, comme de petites pierres ridées, comme si quelqu'un avait appris un truc ancien. Stocker l'énergie sous forme de racines. Il y a des aliments qui pourrissent rien qu'à les regarder. Il y en a d'autres qui tiennent, mais perdent leur âme. Ils deviennent poussière, ils deviennent néant. Pas celui-ci. Celui-ci se sèche et se conserve comme si le monde pouvait s'écrouler et qu'il resterait encore utile. Et cette utilité change tout, parce qu'il cesse d'être un simple ingrédient pour devenir un outil. Une technologie de survie, mais des plus silencieuses. Elle ne fait pas de bruit, n'a pas besoin de métal, n'a pas besoin de feu, elle a juste besoin de patience. Sécher, conserver, attendre. Si tu es fatigué de sentir que ta santé dépend de mode, de pilules ou de promesses vides, reste par ici. Revenons au simple, à ce qui a toujours fonctionné. Mets un like et abonne-toi pour continuer à récupérer ces rituels qui se ressentent vraiment dans le corps. Et puis vient le deuxième mystère, celui qui semble magique bien qu'il soit biologique. Le souchet séché semble mort, il ressemble à du bois, il ressemble à une promesse brisée. Mais mets-le dans l'eau, laisse-le reposer. Et il se passe quelque chose qui t'oblige à le regarder avec respect. Il gonfle, il s'adoucit, il reprend du poids, il reprend forme, comme si l'eau lui rendait son pouls. Cela signifie qu'il n'était pas seulement de la nourriture, il était aussi une graine. Un même objet servait à survivre aujourd'hui et à garantir demain. Il était garde-manger et futur à la fois. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi quelqu'un a pensé qu'il était digne d'accompagner un pharaon, un voyageur, un mort. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain à préparer l'avenir avec ses mains. Il y a quelque chose d'intime à sécher un aliment et à dire « quand viendra la faim, il y aura quelque chose ici ». Quand viendra la sécheresse, il y aura quelque chose ici. Quand viendra la peur, il y aura quelque chose ici. Dans cette tombe, ces tubercules sont un message. Pas pour les archéologues, pour nous. Un rappel qu'il y eut un temps où la sécurité ne s'achetait pas, elle se cultivait, elle se gardait, elle se protégeait. Et là, l'histoire devient encore plus proche, car de cette idée naît un rituel qui a survécu des siècles. Tremper, broyer, filtrer, réveiller ce qui est sec. Transformer une réserve endormie en un liquide blanc, doux, frais. Un liquide qui ressemble à du lait, mais qui ne vient pas d'un animal. Un liquide qui n'est pas qu'une boisson. C'est une transformation. L'horchata, quand tu la regardes ainsi, cesse d'être quelque chose pour l'été. Elle devient la forme moderne d'un geste ancien. Le geste de prendre une racine qui peut durer des années et de lui redonner vie avec de l'eau. Le geste de transformer la résistance en plaisir. Et là apparaît le troisième mystère, celui qui te saisit de l'intérieur et ne te lâche pas. Si c'était si précieux, si fiable, si intelligent, comment se fait-il qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne le sachent pas? Comment se fait-il qu'un aliment capable de s'endormir et de se réveiller finisse caché dans un coin du marché, ou pire, ignoré? La réponse ne vient pas encore, mais le fil est déjà entre tes mains. Parce qu'il y a une contradiction qui flotte dans l'air, comme un secret à moitié dévoilé. D'un côté, le souchet est tradition, mémoire, cuisine de grand-mère, boisson de calme. De l'autre, certains le voient comme un intrus,
comme un problème, comme quelque chose qui apparaît là où on ne l'a pas invité. Ce paradoxe est la porte du chapitre suivant. Mais avant de la franchir, il faut reconnaître ce que nous tenons entre nos doigts. Il faut lui donner un nom. Il faut le sentir au trempage. Il faut écouter le son de l'eau qui tombe dans le bol. Il faut ressentir ce que ressentent les gens quand ils découvrent que ce qui est sain ne se trouve parfois pas dans le nouveau, mais dans ce qui n'a jamais cessé de fonctionner. Parce que cette histoire, au fond, ne parle pas seulement d'une boisson. Elle parle d'une racine qui a refusé de disparaître. Elle parle d'un aliment qui sait dormir et d'un rituel qui sait réveiller. Partie 2. Qu'est-ce que le souchet et pourquoi ça marche? Le mot souchet sonne petit, presque joueur, mais son identité est sérieuse. On l'appelle aussi Tiger Nuts, bien que ce ne soit pas une noix. Il ne pend pas d'un arbre ni ne s'ouvre en coque. Le souchet est un tubercule, une réserve souterraine, une capsule d'énergie que la plante garde sous terre, comme quelqu'un qui cache un trésor pour les temps difficiles. C'est pourquoi quand tu le vois sec, ridé et doré, tu ne vois pas un fruit. Tu vois un garde-manger miniature. La plante qui le produit pousse avec un air humble, comme de l'herbe, avec des tiges fines et des feuilles étroites. Elle ne demande pas la permission d'exister. Et en dessous, là où personne ne regarde, elle construit sa véritable œuvre. Elle étend des racines et des ramifications, et aux extrémités, elle forme ces petits cailloux comestibles de la taille d'un petit pois chiche. C'est là la clé. Le souchet ne se vante pas en surface. Il travaille en profondeur. Maintenant, entre par les sens, car c'est là que l'histoire devient expérience. Le souchet séché sans le champ conservé, le garde-manger, quelque chose de torréfié sans l'être. Quand tu le mets dans l'eau, l'odeur change, devient plus douce, plus ronde, comme s'il ouvrait une porte. L'eau se trouble un peu, comme si le tubercule commençait à parler. Touche un souchet réhydraté entre tes doigts. Ce n'est plus une pierre, il est ferme, mais cède, morde-le. D'abord il craque, puis il devient plus tendre, et en mâchant apparaît l'inattendu. Une douceur subtile, naturelle, qui rappelle à la fois l'amande et la noix de coco, mais avec sa propre personnalité. Ce n'est pas un bonbon. C'est une douceur de racine, une douceur de terre. Et c'est pourquoi il se marie si bien avec la cannelle, le citron, le miel, les dattes, parce qu'il n'a pas besoin de déguisement, juste de compagnie. Et alors tu comprends pourquoi l'horchata est un rituel. Tu trempes, tu attends, tu écoutes. Tu broies et le son dit tout. Une crème épaisse naissant de quelque chose qui semblait mort. Puis vient le filtrage. Cette scène qui semble simple mais qui est hypnotique. Le liquide blanc coule et l'air se remplit de promesses. C'est la cuisine de grand-mère sans avoir besoin de grand-mère. C'est la nature transformée en calme. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Pourquoi ça marche? Pourquoi le souchet fut et reste une technologie de survie? Il y a 3 raisons et ensemble elles expliquent le sortilège. La première est le stockage. Le souchet peut se sécher et se conserver pendant très longtemps. Il n'a pas besoin de froid. Il n'a pas besoin de chimie. Il a besoin d'air, d'ombre et de patience. Cela en fait une vraie réserve, un aliment que tu peux avoir quand d'autres ne sont plus là. C'est comme s'il avait incorporé un mode d'attente. Pendant que d'autres aliments se rendent, lui tient bon. La deuxième est la renaissance. Le souchet ne se conserve pas seulement, il se transforme. Avec de l'eau, il redevient comestible, redevient agréable, redevient utile. Et cette même capacité, celle de se réveiller, signifie qu'il peut aussi redevenir un début, parce qu'un souchet n'est pas uniquement de la nourriture. Il peut aussi être le commencement d'une nouvelle récolte. Il est aliment et possibilité dans la même forme. La troisième est la résilience. Le souchet vient d'une plante qui sait vivre sans luxe. Elle n'exige pas la perfection pour te donner quelque chose en retour. Dans des environnements où d'autres choses souffrent, elle insiste. Et ce type de plante, celles qui insistent, ont sauvé plus de vies que bien des discours. La résilience est le vrai luxe de la nature. Et quand on parle de santé, il convient d'utiliser un langage honnête, avec une crédibilité douce, sans promesse magique. Le souchet apporte des fibres, et cela se ressent généralement comme une satiété et un bon rythme digestif chez beaucoup de personnes, surtout si on l'incorpore calmement. Il apporte des graisses intéressantes, de celles qui font que le goût est rond et que l'énergie n'est pas un coup rapide, mais quelque chose de plus soutenu. Il apporte des minéraux, et aussi une qualité que les gens remarquent sans besoin d'étiquette, que ça fait du bien quand c'est bien préparé. C'est pourquoi certains le moudent en farine pour donner du corps au pain et biscuits sans gluten. C'est pourquoi certains le torréfient pour intensifier son arôme. C'est pourquoi certains le prennent sous forme d'horchata quand ils veulent de la fraîcheur mais aussi de l'aliment. Parce que l'horchata n'est pas de l'eau aromatisée. C'est un extrait de garde-manger. Et pourtant, même en comprenant tout cela, le paradoxe est toujours là, en attente.
Comment quelque chose d'aussi utile peut-il être ignoré? Comment quelque chose d'aussi noble peut-il être mal interprété? Comment une plante qui stocke de la nourriture sous terre peut-elle être vue seulement comme de l'herbe? Si tu aimes ce que tu vois, attends la suite. À la fin de la vidéo, je te montre le détail que presque personne ne fait bien. Et n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner si tu veux récupérer ta santé en revenant aux origines. La réponse est dans le choc entre deux regards. Le regard de celui qui voit de la nourriture et le regard de celui qui voit de la concurrence. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans ce conflit sans cri, sans guerre, mais avec une clarté qui dérange. Parce que ce qui pour une famille peut être une ressource, pour un autre système peut être un obstacle. Et là, juste là, c'est là que l'histoire de l'horchata devient encore plus fascinante. Partie 3. De super-aliments à mauvaises herbes. Il y a un moment dans toute histoire de plante où la plante cesse d'être plante et devient étiquette, et une étiquette peut tout changer. Ce qui était ressource devient problème. Ce qui était garde-manger devient obstacle. Et le curieux, c'est que le souchet n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'endroit où il a commencé à pousser et surtout, le type d'ordre que les humains ont voulu imposer à la terre. Dans un potager diversifié, une plante résistante peut être une alliée. Dans un paysage conçu pour qu'existe une seule chose, une seule espèce, une seule rangée interminable, cette même résistance devient une menace. Parce que la monoculture est une promesse fragile. Tout doit sortir parfait, tout doit être sous contrôle, et tout être vivant qui refuse d'obéir à ce contrôle reçoit un vilain nom. Là apparaît le terme que beaucoup connaissent sans le savoir. Le souchet jaune, la tiririca, cette herbe qui sort où on ne l'appelle pas et que beaucoup de jardiniers tentent d'arracher avec désespoir. C'est en essence la même famille, la même stratégie, la même astuce biologique. Et cette astuce est simple et brillante. Si tu coupes ce que tu vois, tu n'as presque rien fait. Parce que l'important est en dessous. Le souchet, comme réserve souterraine, est le cœur de la plante. En haut, il y a des feuilles, des tiges, du verre. En bas, il y a une armée de petites capsules endormies. Des tubercules qui peuvent attendre. Des tubercules qui, même si la partie visible disparaît, restent là, stockant l'énergie, prêts à repousser. C'est comme si la plante avait appris une leçon ancienne. Ne mets pas toute ta vie à la vue. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'impression de lutter contre un fantôme. Ils l'arrachent et elle revient. Ils la coupent et elle revient. Ils la couvrent et elle revient. Et chaque retour renforce l'idée de fléau. Mais regarde-le sous un autre angle. Ce qui désespère celui qui veut un jardin impeccable est exactement ce qui a soutenu des peuples entiers. La capacité de ne pas se rendre, la capacité de demeurer, la capacité de revenir. C'est là que naît le conflit moderne. Ce n'est pas un conflit entre méchants et héros, c'est un choc de besoins. Quand quelqu'un cultive pour vendre des tonnes d'un seul produit, il a besoin que le terrain soit une machine, propre, prévisible, ordonnée. Et une plante qui se reproduit sous la surface, qui se disperse, qui ne demande pas la permission, brise cette idée de machine. Alors apparaissent des manuels, des techniques, des campagnes de contrôle et un langage qui sonne militaire. Éradiquer, combattre, éliminer. Comme si nous parlions d'une invasion et non d'une stratégie naturelle de survie. Et ici, il convient de dire quelque chose calmement, car c'est la phrase qui ouvre les yeux. Dans la nature, envahissante signifie parfois seulement réussi, signifie adapté, signifie capable. Le problème n'est pas la plante. Le problème est le contexte dans lequel elle apparaît. Quand l'abondance surgit au mauvais endroit, on l'appelle mauvaise herbe. Quand l'abondance surgit au bon endroit, on l'appelle récolte. La même énergie, la même vie, deux mots différents. Et cela nous amène au point le plus délicat du récit, celui que beaucoup ressentent mais que peu expliquent sans se fâcher. Il y a des plantes qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes modernes parce qu'elles en dépendent. Elles ont besoin d'intrants, elles ont besoin de soins, elles ont besoin de règles strictes. Et il y a des plantes qui ne s'intègrent pas parce qu'elles sont trop autonomes, non parce qu'elles sont miraculeuses, mais parce qu'elles ne négocient pas avec le confort humain. Elles poussent où elles peuvent, elles s'accrochent, elles persistent. Le souchet appartient à ce groupe d'êtres vivants qui t'oblige à être responsable. Parce que si tu le cultives sans réfléchir, il peut s'échapper. Si tu le mets dans un sol ouvert et que tu l'oublies ensuite, il peut réapparaître où tu ne le veux pas. Et ça ne le rend pas mauvais, ça le rend puissant. Une puissance qu'il faut apprendre à gérer, comme on gère le feu ou l'eau, avec respect. C'est pourquoi le mot mauvaise herbe est, au fond, une façon de dire « je ne sais pas cohabiter avec ça, je ne sais pas l'intégrer, je ne sais pas lui donner une place ». Et quand on ne sait pas donner une place, on expulse. Mais expulser n'est pas toujours comprendre. Voici le tournant qui change tout. L'horchata existe parce que quelqu'un a su lui donner une place. Parce que quelqu'un a regardé cette racine et n'a pas vu d'obstacle. Il a vu de la nourriture.
Il a vu une boisson possible. Il a vu l'opportunité de transformer une stratégie souterraine en un rituel humain. Et remarque comme c'est étrange. Le même trait qui peut la transformer en problème dans un champ de rangée parfaite est le trait qui la rend précieuse dans un monde incertain. Sa capacité à se conserver, sa capacité à renaître, sa capacité à produire sans demander de conditions idéales. Quand tu comprends cette tension, l'histoire cesse d'être un combat et devient une leçon. La leçon que tout ce qui est précieux n'est pas confortable, que parfois ce qui est le plus utile est le plus difficile à domestiquer, et que le savoir traditionnel n'adorait pas le souchet par romantisme. Il l'adorait parce que ça fonctionnait. Dans la partie suivante, nous allons revenir à la lumière, à la cuisine, au présent. Nous allons entrer dans l'horchata comme rituel complet. Le réveil dans l'eau, le broyage, le filtrage, l'arôme. Et nous allons aussi parler de quelque chose que presque personne ne raconte et qui fait la différence entre une horchata inoubliable et une qui déçoit. Les erreurs. Les échecs communs. Les détails qui transforment une boisson ancienne en une expérience moderne qui se ressent vraiment bien. Partie 4. Récupérer la mémoire. Cuisine, pratica et usage. Nous revenons au présent avec une scène simple. Une table, un bol, de l'eau fraîche. Une poignée de souchets secs qui ressemblent à de petites pierres dorées. Et pourtant, voilà le geste qui traverse les siècles. Tremper, attendre, réveiller. L'horchata commence avant le mixeur. Elle commence dans le temps, en laissant l'eau faire ce qu'elle sait faire, en permettant à ce qui est dur de s'adoucir, à ce qui dort de reprendre corps, à la racine de se souvenir de sa forme. Quand les souchets ont passé des heures à tremper, ils ne sont plus les mêmes. Ils paraissent plus pleins, plus vivants, comme s'ils avaient bu. En les touchant, tu notes de la fermeté. Mais il n'y a plus cette dureté sèche. Et le premier secret d'une bonne horchata est celui-ci. La patience au trempage n'est pas un détail. C'est la différence entre une boisson soyeuse et une boisson au goût éteint. Le souchet a besoin de temps pour s'ouvrir. Puis vient le broyage, et là se produit la magie visible. Dans le pichet, les souchets réhydratés se mélangent à de l'eau propre et froide. Le son change quand tu commences à mixer. Au début, ça cogne, puis ça devient crème. Et le liquide commence à blanchir comme si quelqu'un versait de la lumière. Ce n'est pas du lait, mais ça se comporte comme un lait végétal avec son propre caractère, plus rustique, plus ancestral, plus honnête. Ensuite vient le filtrage, cette scène hypnotique où tout se sépare. Le fin tombe, le gros reste. Si tu filtres calmement et que tu presses bien, le résultat est un blanc plus intense, plus aromatique. Et là entre le deuxième secret. L'horchata ne se termine pas quand tu filtres. Elle se raffine quand tu décides comment la parfumer. Cannelle pour la chaleur, zeste de citron pour la fraîcheur, datte pour une douceur ronde, miel si tu veux une touche florale. Pas besoin de la masquer, car le souchet apporte déjà sa propre douceur subtile. Il faut juste l'accompagner. Maintenant, si tu veux que ce soit un rituel de santé et pas seulement une jolie boisson, il y a une façon de l'aborder qui fonctionne pour beaucoup de gens. Commence doucement, un petit verre. Observe comment tu le ressens. Le souchet contient des fibres et son caractère se remarque. Si tu ne prends pas souvent des choses riches en fibres, ton corps apprécie la transition. Et si tu veux qu'elle soit plus légère, tu peux ajouter plus d'eau et la servir bien froide. L'horchata se comprend mieux quand elle rafraîchit, mais aussi quand elle calme. Et voici quelque chose qui élève ta cuisine. L'horchata n'est qu'une porte. Le souchet peut être présent d'autres manières, et chacune a son charme. Torréfié doucement à la poêle, sans hâte, il change d'arôme et devient plus profond, plus proche d'une céréale torréfiée. Ainsi, il devient un snack simple, croquant, au goût de champ sucré. Tu peux aussi utiliser ce souchet torréfié pour une infusion. Eau chaude, souchet torréfié, repos. Ce n'est pas du café, mais ça a cette étreinte chaude que beaucoup de gens cherchent le soir. Et puis il y a la crème. Si tu broies du souchet réhydraté avec très peu d'eau ou avec une touche d'huile douce, tu obtiens une pâte dense, comme un beurre rustique. Elle sert à tartiner, à épaissir, à donner du corps au dessert maison. C'est une façon d'amener le tubercule dans la cuisine quotidienne sans en faire un événement. Mais pour que tout cela soit agréable, il faut parler des erreurs que presque tout le monde commet au début. La première est le trempage court. Si tu ne lui donnes pas de temps, le souchet ne s'ouvre pas et la boisson reste rugueuse, au goût timide. La deuxième est le filtrage pauvre. Si tu ne filtres pas bien, l'horchata reste sableuse. Et alors les gens croient que c'est comme ça, alors qu'en réalité c'est juste une étape mal faite. La troisième est le sucre excessif. Quand tu sucres trop, tu effaces ce qui la rend spéciale, et tu transformes un rituel de nature en un soda de plus. Et la quatrième,
et la conservation négligente. Si tu gardes des souchets humides, la moisissure peut apparaître. Le souchet aime le séchage complet si tu veux le conserver et aime le froid s'il est déjà sous forme d'horchata prête à boire. Au final, ce que tu fais n'est pas une recette. C'est récupérer une mémoire. La mémoire qu'un aliment peut être humble et en même temps puissant. La mémoire que la santé ne vient pas toujours en emballage. Parfois, elle vient dans un bol d'eau, dans une racine qui se réveille, dans une boisson blanche qui sent la cuisine ancienne. L'horchata est fraîcheur, oui, mais c'est aussi du calme. Et d'une certaine façon, c'est de la continuité. Comme si chaque gorgée disait « le simple fonctionne encore ». L'horchata n'est pas née pour être à la mode, elle est née pour soutenir. C'est l'art de réveiller une racine sèche et de la transformer en un verre de calme. Si tu la prépares avec patience, tu emportes plus qu'une boisson. Tu emportes un rituel de nature, une tradition qui se ressent dans le corps et dans la mémoire. Si tu as aimé ce voyage du souchet à l'horchata, mets un like et abonne-toi, car ici nous continuons à sauver des remèdes et des savoirs qui ont encore beaucoup à dire.